Ma femme prônait toujours le féminisme tout en vivant à mes crochets. Elle refusait de satisfaire mes besoins, alors je lui ai coupé les vivres. Ce qui a suivi a brisé son image parfaite. J'ai rencontré Pauline, ma femme, une brune de 32 ans, pendant ma 3e année de BTS. J'étudiais la gestion de chantier. Je travaillais à mi-temps dans un dépôt de matériaux pour payer mes études. Elle était en dernière année à l'Université de Lyon, double licence en études de genre et management. Largement hors de ma ligue. Mais d'une manière ou d'une autre, elle m'a remarqué quand je livrais des fournitures pour le nouveau centre étudiant construit sur son campus. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alerte dès le début. Lors de notre premier rendez-vous, je l'ai emmenée à la petite Italie. Rien d'extraordinaire, mais la nourriture était incroyable. Elle a commenté à quel point c'était pittoresque. Puis elle a passé la moitié de la soirée à parler de ce restaurant rooftop exclusif à Lyon où les gens importants résolent. Mais elle riait à mes blagues, me touchait le bras en parlant. Et franchement, c'était la plus belle femme qui m'ait jamais accordé de l'attention. On est sortis ensemble 2 ans avant de se marier. Pendant tout ce temps, elle n'arrêtait pas de parler de ses ambitions de briser le plafond de verre, de devenir une grande dirigeante. Je l'ai soutenue à 100%. J'ai fait des heures sup pour l'aider à payer ses candidatures en master. J'écoutais ses entraînements d'entretien. J'étais tellement fier d'être avec quelqu'un d'aussi ambitieux. Après notre mariage à 25 ans, les choses ont changé. Pas d'un coup, mais petit à petit comme l'eau qui use la pierre. Ses ambitions de carrière se sont mystérieusement transformées en gouttes de luxe et zéro effort. Le premier boulot qu'elle a eu après le diplôme était assistante de direction dans une petite agence de com. Elle a démissionné après 3 mois parce que le patron ne respectait pas son potentiel et lui demandait des tâches trop basiques pour son niveau d'études. Il lui a demandé de faire du café pour un rendez-vous client. Pendant ce temps, je me tuais à la tâche du simple ouvrier au chef d'équipe, puis assistant conducteur de travaux. Pauline enchaînait des petits boulots de réceptionniste qui ne duraient jamais plus de quelques mois. Toujours la même histoire, le patron était sexiste, l'ambiance toxique, la boîte n'appréciait pas l'équilibre vie pro-vie perso. Pendant ce temps, je faisais 60 heures par semaine, je rentrais épuisé les mains sales, malgré ma promotion. On a acheté notre premier appart ensemble. Enfin, techniquement, c'est moi qui l'ai acheté. Mon apport, mon crédit, il y a environ 4 ans. Rien d'exceptionnel, juste un 3 pièces correct, dans un quartier sympa, avec de bonnes écoles. Je pensais à l'avenir, peut-être des enfants un jour. Pauline a tout de suite parlé de rénovation, de refaire la cuisine parce que ses plans de travail, c'est tellement 2010, de refaire entièrement la salle de bain parentale parce qu'elle méritait une baignoire balnéo. Au début, ça ne me dérangeait pas, je pensais qu'elle voulait rendre la maison agréable. Mais j'ai vite compris qu'elle n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit elle-même. Non, il fallait des pros, donc des entrepreneurs chers, pas son mari, qui littéralement géraient des chantiers toute la semaine. Au bout de 5 ans de mariage, j'étais chef de projet sur des chantiers majeurs. Je gérais des millions d'euros et des dizaines d'ouvriers. Mon salaire avait doublé depuis notre mariage. Mais au lieu de voir cette amélioration comme une occasion d'épargner, Pauline y voyait son fonds personnel pour faire du shopping. Un jour typique, je me levais à 5 heures, un passage rapide à la salle de sport pour garder mon stress sous contrôle. Puis j'étais sur site à 7 heures. Je passais la journée à régler des problèmes, à arbitrer entre les sous-traitants, à gérer des soucis d'autorisation, à tenir les délais. Quand je rentrais vers 19 heures, j'avais mal partout, la tête en vrac, après avoir lu des plans toute la journée, les mains toujours cailleuses malgré la promotion. Tout ce que je voulais, littéralement, la seule chose, c'était rentrer trouver un bon repas et une femme contente de me voir. À la place, je trouvais Pauline affalée sur le canapé en cuir que j'avais payé scrollant Instagram ou regardant une émission sur des femmes riches entourées de sacs de shopping où un t-shirt coûtait plus qu'une journée de boulot d'un ouvrier de mon équipe. L'appart était toujours en bazar, vaisselle, empilée linge, partout boîte de plats à emporter dans la poubelle. Si je demandais pour le dîner, c'était « J'ai commandé sur Uber Eats, ça arrive dans 30 minutes. Tu peux me faire un virement pour ta moitié. » Un virement pour ma moitié. Laisse ça faire son effet. Alors qu'elle vivait dans un appart, que je payais des vêtements, que j'achetais un frigo, que je remplissais sans le moindre travail. Elle attendait que je lui fasse un virement pour la moitié du repas livré,
parce qu'elle n'avait pas envie de cuisiner. Les premières fois, je l'ai faite sans discuter, trop fatiguée pour argumenter. Mais à chaque fois, ce nœud dans mon ventre se resserrait. Avant, notre vie intime était normale au début du mariage. Rien de fou, mais une complicité saine. C'est devenu à peine une fois par mois, toujours à ses conditions, toujours quand elle voulait quelque chose. J'ai fini par remarquer le schéma. Elle devenait super affectueuse juste avant de demander un achat cher. Les rares fois où elle cuisinait, elle agissait comme si elle méritait une médaille. J'ai passé des heures sur ces pâtes Lucas. C'était des pâtes en boîte avec sauce toute prête et boulettes surgelées. 20 minutes max. Ma mère, qui bossait à mi-temps comme secrétaire scolaire, arrivait toujours à préparer des plats chauds tous les soirs. Je ne demandais pas une épouse des années 50. J'aime cuisiner, je sais faire le ménage, j'ai grandi avec 2 frères. Mais moi, je faisais des journées de 12 heures plus 1 heure de trajet pendant qu'elle... Quoi? Regardait Netflix, faisait du shopping, déjeunait avec ses amis, toutes entretenues par leur mari ou des héritières. Le point de rupture approchait, mais je ne le voyais pas encore. Tout a explosé un vendredi de juillet. Je venais de conclure un contrat énorme qui allait me rapporter une belle prime. On parle de dizaines de milliers d'euros. C'était une nouvelle résidence mixte en centre-ville et j'avais réussi à finir sous le budget malgré la crise des matériaux. Mon patron m'a félicité, m'a dit que j'étais envisagé pour chef de projet principal, un poste à 6 chiffres. J'étais euphorique sur la route du retour. Pour un gars parti de zéro avec juste un BTS, c'était le sommet. J'ai acheté un dessert pensant que Pauline et moi pourrions fêter ça, peut-être nous retrouver un peu. Peut-être que ces bonnes nouvelles raviveraient notre esprit d'équipe d'avant. Je suis rentré tôt, 18h30. Chérie, je suis là, j'ai une super nouvelle. Je la trouve dans le salon scrollant sur son téléphone. Elle lève à peine les yeux. Y a rien à manger et tu rentres plus tôt que prévu. Je montre le dessert. Je pensais qu'on pourrait fêter ça. Le chantier du centre-ville a fini sous budget. Bernard pense à moi pour chef de projet principal. Elle pose son téléphone. Ah, c'est cool. Mais ça veut dire quoi exactement? Je lui explique la prime, la promotion, le salaire. Je la vois déjà calculer combien elle pourra dépenser. Pas une fois, elle ne me dit qu'elle est fière de moi ou qu'elle reconnaît mon travail. Non, elle enchaîne. Ça tombe bien, il y a un panel féministe à Paris ce week-end. Toutes les grandes y seront. C'est 500 € la place plus l'hôtel. Mais avec ta prime. Ce week-end, je voulais qu'on fête ça ensemble, peut-être aller à la Petite Italie. Mon resto préféré, notre premier rendez-vous. Elle grimace. La Petite Italie. C'est tellement basique, ce panel est important pour mon réseau. Il parle de la femme moderne en entreprise. J'ai craqué. Qu'est-ce que tu connais au monde de l'entreprise? Tu n'as pas gardé un boulot plus de 3 mois en plusieurs années. Son regard s'est glacé. Tu es sérieux? C'est super blessant. Tu sais à quel point le monde du travail est toxique pour les femmes diplômées. Les micro-agressions? Je l'ai coupé en posant le dessert. Il faut qu'on parle de notre vie. Elle a levé les yeux au ciel. De quoi je me détends là? De ça de notre mariage. J'ai l'impression de tout porter pendant que tu profites. Son regard aurait pu geler l'enfer. Tu vas me faire le coup de la femme qui fait le ménage? Je t'ai pas épousée pour être ta bonne ou ta cuisinière. Si tu veux quelqu'un pour te servir, paye-le avec ton salaire de macho. Ah, j'ai failli m'étouffer. Ce n'est pas une question de rôle de genre, Pauline. C'est une question de partenariat. Je bosse comme un fou et tu ne contribues à rien. Ni argent, ni effort, même pas un merci. Je contribue. Je gère notre vie sociale. Je nous connecte à des gens qui peuvent booster ta carrière. Tu sais ce que c'est d'être une femme aujourd'hui? L'épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel. J'ai des gars humains au boulot qui risquent leur peau pour nourrir leur famille et ils aident leurs femmes en rentrant. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question de flemme et d'égoïsme. Flemme. Tu ne sais pas ce que je fais de mes journées. Juste parce que je ne joue pas dans la boue avec tes collègues, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas bas. Je mets du maintenir notre image, notre position sociale. J'ai ri sans joie. La seule image que tu maintiens,
C'est sur Instagram où tu joues la boss girl en dépensant de l'argent que tu n'as pas gagné. Mais elle s'est levée rouge de colère. Tu es juste menacé par une femme forte qui connaît sa valeur. Mon père n'aurait jamais parlé à ma mère comme ça. Mais ton père est avocat d'affaires à 7 chiffres. Ta mère t'a élevé tout en gérant une fondation caritative. Ils n'ont rien à voir avec nous. C'était bas de rappeler sa famille riche. Ils ne m'ont jamais vraiment accepté le petit ouvrier pas assez bien pour leur princesse. Ils ont payé le mariage, mais c'était clair que Pauline aurait pu mieux faire. Parfois, je me demande si elle pensait pareil. Tu m'attaques un vendredi soir alors que je voulais juste me détendre. C'est limite abusif. Elle a pris son téléphone et claqué la porte de la chambre. Je suis resté dans le salon en bazar, le dessert intact sur la table basse. J'ai pris un soda. Je me suis assis dehors à contempler le jardin que j'avais aménagé moi-même pendant que Pauline allait à ses séances de self-care. Dans l'obscurité, quelque chose a basculé en moi. Ce n'était pas une passade, c'était ma vie. Trimer pour financer le train de vie de quelqu'un qui ne l'apprécie pas, n'y contribue pas et qui me le reproche quand j'ose demander. Pour la première fois, j'ai vraiment réfléchi, est-ce ce que je veux pour 40 ans encore? La réponse était limpide. Jamais de la vie. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Au matin, Pauline était déjà partie. Sa façon passive-agressive de me punir. Notification sur mon téléphone 600 € aux Galeries Lafayette, 8h15. Le message était clair. Tu me contraries, tu payes. Sauf que moi, j'avais décidé d'arrêter de payer. Tout le week-end, Pauline a fait la morte, sauf pour sortir des piques passives agressives quand elle daignait rentrer. Samedi, elle rentre chargée de sacs bien visibles, avec chaque marque de luxe. Puisque tu me trouves inutile, ça ne te dérange pas que j'achète ces chaussures pour me sentir mieux, balançait-elle. Et me montrait encore un achat de plusieurs centaines d'euros. Dimanche, elle a annoncé qu'elle partait bruncher à Saint-Germain avec ses amis et qu'il ne fallait pas l'attendre, elle ferait peut-être un spa. J'ai juste hoché la tête déjà en train d'élaborer mon plan. Quand tu gères des chantiers, tu apprends à être méthodique. Tu ne démolis pas un mur sans savoir ce qu'il y a derrière. Tu analyses, tu prépares, tu exécutes. C'est ce que j'allais faire de mon mariage pendant que Pauline claquait encore mon argent avec ses copines, toutes héritières ou entretenues, qui prêchaient l'indépendance féminine. Je me suis posé à mon bureau pour vraiment regarder nos finances une première depuis des mois. Ce que j'ai découvert m'a rendu malade. Moins de 5 000 € d'épargne. Malgré mon bon salaire, 30 000 € de dettes et cartes bancaires, la plupart pour les dépenses shopping et spa de Pauline. Elle avait même ouvert une carte chez Galeries Lafayette à mon insu, 700 € maxé, remboursement minimum depuis le compte joint. J'ai passé au crible 6 mois de relevé en moyenne. Pauline dépensait 6 000 € par mois. En quoi vêtements, resto, Uber Eats, Sephora coiffeur, soins, bien-être? C'est quoi ça encore des fringues? Pendant ce temps, mes bottes de chantier dataient d'un an, mon sac de sport de la fac et la partie de pêche dont je rêvais avec mon père était sans cesse repoussée. On n'a pas le budget, chérie. Ce dimanche soir, au lieu de l'affronter à son retour, j'ai passé à l'action pendant qu'elle prenait un bain aux boules parfumées que j'avais offerte à Noël. Ordinateur ouvert. J'ai déplacé presque tout l'argent du compte joint vers un compte à mon nom, en laissant juste de quoi payer le loyer et les charges pour un mois. J'ai annulé toutes ces cartes, sauf une avec un plafond de 200 € par semaine. Alerte pour tout achat supérieur à 50 €. Sur notre forfait mobile, j'ai aussi vu qu'elle envoyait souvent des textos à un numéro inconnu parfois tard. Je n'ai pas cherché à lire, j'ai juste noté le numéro. Quand elle est sortie de son bain et a vu que ses paiements étaient refusés, ça a explosé. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a débarqué dans le salon en serviette téléphone à la main, montrant les refus. Mes cartes marchent plus. Je n'ai même pas bougé du canapé où je regardais le match. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai adapté tes plafonds à ta contribution à la maison. Son visage est passé par 5 expressions avant la rage. Tu n'as pas le droit, c'est de la violence financière. J'appelle l'avocate féministe de la sœur d'Aurélie. Vas-y, ai-je répondu, étonné de mon calme. Explique au juge comment ton mari paye tout pendant que tu claques des milliers en sac à main.
Explique aussi pourquoi tu n'as pas bossé plus de 3 mois d'affilée depuis des années. Non, bien sûr, oui. T'es un tyran, un vrai mec ne traiterait jamais sa femme comme ça. Je me suis levé presque une tête de plus qu'elle. Non, un vrai homme ne se laisserait plus marcher dessus. Tu veux vivre comme une princesse? Commence par contribuer. Pour la première fois en 7 ans, Pauline est restée muette. Elle a ouvert la bouche, rien n'est sorti. Elle a fini par tourner les talons, claquer la porte de la salle de bain si fort qu'un cadre est tombé. Cette nuit-là, elle a dormi dans la chambre d'amis. J'ai dormi mieux que depuis des années. Le matin, avant de partir, j'ai laissé un mot sur la table. J'ai mis en place un budget qui reflète nos revenus et dépenses. Ta carte est plafonnée à 200 € par semaine pour tes dépenses personnelles. Si tu veux, plus trouve un job. Si tu contribues à la maison financièrement ou en t'en occupant, on pourra en discuter. Non négociable. Le soir, le mot était déchiré sur le plan de travail Pauline absente. Elle n'est rentrée qu'après que je sois au lit. La guerre froide commençait. Les semaines suivantes ont été révélatrices. Sans accès illimité à mon argent, Pauline montrait son vrai visage. Elle prêchait l'indépendance féminine sur les réseaux. Je suis allé vérifier, elle postait encore des citations du genre « Connais ta valeur, ne te contente pas de moins ». Mais à la maison, elle faisait des crises parce qu'elle ne pouvait plus tout acheter. Mes copines veulent bruncher à Saint-Germain, s'est-elle plainte un matin, notre première vraie discussion depuis des jours. Saint-Germain, le quartier où le toast à l'avocat coûte 30 €. Je dis quoi que mon mari est radin? Dis ce que tu veux. J'ai répondu en préparant mon repas à emporter pour économiser. Ou trouve un job et paye ton brunch. Un job, comme si je lui suggérais de manger des cailloux. Tu sais ce que je pense du capitalisme exploiteur. J'ai failli rire. Elle avait 13 sacs de luxe dans le placard. Tu n'as rien contre l'exploitation quand ça te paye des belles choses, sauf si c'est toi qui dois bosser pour. Ah. Elle a tout essayé. Pleurs, cris, chantage, tentative de séduction. Après des semaines, sans rien. Rien n'a marché, elle a commencé à raconter partout que j'étais abusif parce que je lui imposais un budget. Ses amies féministes m'inondaient de messages sur la masculinité toxique et le contrôle financier. Une a écrit « Tu es intimidé par une femme forte ». J'ai failli éclater de rire. Il n'y a rien de fort à faire un caprice parce que ton mari attend que tu te comportes en adulte. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé Pauline avec 3 de ses amies clairement en embuscade. Il y avait Amandine, 2 divorces, toujours à poster que les hommes sont des ordures. Aurélie, entretenue par ses parents, qui dirige un cabinet de coaching bien-être qui ne marche pas. Et Juliette, agent immobilier à succès, mais qui trompe son mari depuis des années, ce que Pauline m'avait confié un soir trop arrosé. Lucas, on est inquiète pour Pauline. Et elle nous a dit que tu la contrôlais financièrement. J'ai posé ma boîte au repas sans ôter mes bottes. Intéressant comme point de vue. Maintenant, on a... Elle a droit à l'indépendance financière, ajoute Aurélie. Ce que tu fais, c'est typique d'un abuseur. J'ai regardé chacune, puis Pauline, qui avait un sourire satisfait, persuadée de m'avoir coincé. Vous avez raison, Pauline mérite l'indépendance financière. Je l'encourage d'ailleurs. Elle n'a qu'à trouver un boulot, gagner son propre argent et le dépenser comme elle veut. C'est ça l'indépendance. Juliette, au moins, a eu l'air gênée. Ce n'est pas si simple, Lucas. Un mariage, c'est un partenariat. Ton argent est le sien aussi. Drôle comme c'est notre argent quand elle dépense, mais quand je fais 60 heures pour le gagner, c'est juste normal. Si j'arrêtais de bosser et restais à la maison pendant que Pauline nous faisait vivre, vous viendriez défendre mon droit à l'argent du couple. Silence. Pauline a bondi voix tremblante de fausse émotion. Tu déformes tout, Lucas. Je contribue différemment. Toute cette charge émotionnelle. C'est quoi cette charge émotionnelle dont tu parles? Parce que moi, je bosse toute la journée, je rentre, je me fais à manger, je fais ma lessive, j'ai 0 soutien moral. Explique-nous à moi et à tes amis en quoi consiste ta contribution. Non. Et même. Silence de mort.
Amandine a fini par se lever, attraper son sac de luxe, sûrement payé par la pension du mari numéro 2. On ne va pas rester pour te voir maltraiter notre amie. Allez, Pauline, viens chez moi. J'ai haussé les épaules. Pas de souci. Prends un sac, tu risques d'y rester un moment. Amandine n'a qu'une chambre, ça risque d'être serré. Elles sont toutes parties. Pauline a juste pris quelques affaires et s'est produite de beauté. J'ai fermé la porte derrière elle et pour la première fois depuis longtemps, j'ai savouré le calme de ma propre maison. Le vrai électrochoc est venu 1 mois plus tard. Je suis rentré plus tôt, livraison de béton annulée, et trouvé Pauline fouillant mon côté de l'armoire. Elle a sursauté coupable. Dans sa main, la montre de mon grand-père, une vieille Omega. Pas une fortune, mais tout ce qu'il me restait de lui. « Tu fais quoi avec ça? » Elle s'est vite redressée, passant de la gêne à la défiance. Je regardais juste. « Tu allais la vendre. » Elle a levé les yeux au ciel, mais a rougi. « Oui, je comptais la vendre sur le bon coin. J'ai besoin d'argent pour le coiffeur, tu es déraisonnable avec ton budget. J'ai des standards à tenir. » J'étais sidéré. Cette femme que j'aimais prête à vendre un héritage familial pour faire des mèches. « Donne-moi la montre, » ai-je dit en tendant la main. Elle a hésité, puis me l'a rendue en soufflant. « Tu es ridicule, ce n'est qu'une montre. » Et toi, tu es une voleuse. C'est tout ce qu'il me reste de mon grand-père, mais tu t'en fiches tant que tu as ce que tu veux. Oh, arrête ton cinéma, a-t-elle soufflé. Cette nuit-là, j'ai tout mis en sécurité à la banque. Allongé dans la chambre d'amis, ça faisait des semaines que je dormais là, j'ai compris que ce mariage était irrécupérable. La femme que j'avais épousée n'existait plus ou n'avait jamais existé. Mais je ne partirai pas sans avoir mon mot à dire. Au bout de 6 semaines de ce nouveau régime, les fissures dans l'image parfaite de Pauline se voyaient. Plus de coiffeur. Ses racines repoussaient. Ses ongles étaient écaillés. Les fringues tournaient en boucle. Elle a essayé de rester chez Amandine, mais au bout d'1 semaine, elle est revenue prétextant avoir besoin d'espace. J'imagine que la générosité d'Amandine s'arrêtait à condition que Pauline paye les dîners et le vin. Un soir, je l'ai entendu pleurer au téléphone dans la salle de bain, pensant que la douche couvrait la conversation, mais la VMC donnait direct dans la chambre d'amis. C'est tellement humiliant, il me traite comme une croqueuse de diamants, alors que j'ai tout sacrifié pour ce mariage. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Sacrifier quoi, sa carrière de shoppeuse? Non, j'ai essayé de lui parler. Il ne comprend rien. Être femme au foyer, c'est un job à plein temps. Toute cette charge émotionnelle mériterait un salaire. J'avais cherché la définition. Apparemment, c'est tout le boulot invisible du foyer, les anniversaires, les sorties. Sauf que Pauline ne faisait rien de tout ça. C'est moi qui me rappelais l'anniversaire de sa mère, qui planifiait l'entretien de la chaudière, qui vérifiait le stock de PQ. Je ne peux pas partir, mon nom n'est pas sur le bail. J'ai nulle part où aller. Mes parents ont dit qu'ils ne me sauveraient plus après l'histoire de la carte bleue l'an dernier. L'histoire de la carte bleue. Première nouvelle, mais j'ai compris pourquoi ses parents étaient froids à Noël. Je sais, je travaille sur lui. Il finira par céder, il cède toujours. Faut juste la jouer gentille un moment. Enfin? Là, j'ai décidé de tout documenter. Photo de la part avant, après le boulot, preuve que rien n'était fait, ticket de course, factures, tout à ma charge. J'ai enregistré nos conversations quand elle réclamait de l'argent sans jamais vouloir bosser. C'était peut-être mesquin, mais j'ai senti que ça servirait. Le vrai tournant, c'est l'appel de la banque Activité suspecte sur la carte commune. Pauline avait tenté de demander une nouvelle carte à mon nom. Vol d'identité. Quand je l'ai confrontée, elle a ri. « On est mariés, non? Ce qui est à toi est à moi, t'as pas dit ça dans tes vœux. » J'ai aussi promis l'amour et le respect. C'est drôle, tu ne retiens que ce qui t'arrange. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Girard. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque, fait virer mon salaire dessus, laissé juste de quoi payer les factures. J'ai aussi installé une petite caméra dans le salon pas caché juste à côté de la photo de mariage. Pauline l'a vue. C'est quoi ce truc? Sécurité. Je veux m'assurer qu'on ne vole plus rien ici.
Elle a hurlé sur la confiance, l'intimité. Tu as tenté de voler mon identité pour une carte bleue. La confiance, ça se mérite. À ce moment-là, j'ai aussi découvert qu'elle textotait avec son ex de la fac, un héritier que ses parents adoraient, mais qui l'a largué en dernière année. Plein de messages sur sa misère, sur le fait que je ne la comprenais pas, qu'elle avait peut-être fait une erreur. Je n'ai rien dit, juste ajouté au dossier. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà rencontré Maître Girard, une avocate redoutable, spécialiste des divorces à conflit. Elle m'a tout expliqué, rester tout documenté, ne jamais partir avant la procédure pour éviter toute accusation d'abandon. C'est exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas attendu longtemps. 3 mois après, Pauline a compris que ces tactiques ne marchaient plus. Les biens et les larmes, les accusations, la manipulation, rien ne lui rendait son train de vie. Alors, elle a essayé d'être gentille. Soudain, elle tentait de cuisiner brûlé ou immangeable. Faisait 2-3 corvées mal faites, essayait même de relancer la vie intime que j'ai refusée poliment. Impossible de retomber dans le piège, et franchement, l'idée m'écœurait. Dès qu'on lui faisait une remarque comme la nourriture moisie dans le frigo, elle explosait « J'essaie au moins, rien n'est jamais assez pour toi ». De mon côté, je remontais la pente. Je me levais à 5 heures pour le sport, j'ai perdu 7 kilos de stress. Je retrouvais mes potes qu'elle avait écartés parce qu'ils n'étaient pas au niveau. Les gars du chantier, mon pote flic du lycée, mon cousin en caravane, mais vrai type sincère. Je préparais le divorce en silence. Maître Girard avait tout preuve de ses dépenses, de son absence totale, de contributions tentatives de vol d'identité, SMS avec l'ex. En France, normalement, c'est moitié-moitié, mais elle était confiante pour obtenir une répartition inégale vu les circonstances. L'appart était à mon nom seul acheté avant le mariage. Pauline n'a jamais payé le crédit. Mes retraites étaient protégées. Pour la dette, ce serait plus compliqué, car accumulée pendant le mariage, même si c'était pour elle. Une soirée la dernière. Pauline vient de me voir visiblement sincère, larmes aux yeux, voix tremblante. « Lucas, je sais que j'ai été horrible. Tu avais raison pour tout. J'ai été égoïste, j'ai profité de toi. S'il te plaît, est-ce qu'on peut essayer encore? Tu me manques. Je vais bosser. Je vais changer. » Un instant, j'ai failli y croire. Sa voix tremblait. Ses yeux brillaient. Puis, j'ai vu son téléphone s'allumer sur la table, notification d'une appli de rencontre. Elle cherchait déjà un plan B. « Tu me manques aussi, » j'ai répondu pour jouer le jeu. « Peut-être qu'on peut arranger ça. » Son soulagement était presque comique. « Vraiment? Oh Lucas, je suis soulagé. Je promets que ce sera différent. » Elle m'a pris dans ses bras, je l'ai à peine serré. « On devrait discuter de l'avenir, faire des vrais plans? » Elle a hoché la tête enthousiaste. « Bien sûr, tout ce que tu veux. Pour commencer, tu pourrais chercher un job, même simple, même vendeuse ou serveuse, rien n'est en dessous de toi à ce stade. » Ah. Sur son visage, un éclair de dégoût avant qu'elle ne se reprenne. « Oui, j'ai déjà regardé des postes d'assistante. Mon diplôme devrait aider. » Ah, super. On devrait aussi faire un planning des tâches ménagères partagées équitablement. Autre tressaillement. Ça a du sens. Tu sais, je suis pas doué pour le ménage. J'ai jamais trop appris. Je peux t'apprendre. Ai-je souri. On a continué ce jeu un moment, moi proposant des choses normales, elle acceptant à contre-cœur. Finalement, j'ai dit que j'étais fatigué et suis allé dans la chambre d'amis. « Tu pourrais dormir avec moi ce soir », a-t-elle suggéré air séducteur que j'aimais autrefois. Je préfère qu'on prenne le temps de reconstruire la confiance avant toute intimité. Elle a caché sa déception. « Bien sûr, comme tu veux. » En refermant la porte, j'ai souri. Elle croyait gagner. Elle ne savait pas ce qui arrivait. 2 jours après les excuses de Pauline, j'ai pris 1 jour de congé. Je lui ai dit que j'avais des réunions toute la journée, que je rentrerais tard. « Ne m'attends pas. » Elle m'a cru, pourquoi pas. Je n'avais jamais menti avant. Elle comptait faire du shopping avec l'argent du ménage qu'elle avait gagné en faisant 2-3 corvées. Juste des basiques, rien d'extravagant. J'ai augmenté un peu son plafond pour la récompenser. En réalité, je voulais qu'elle soit dehors pendant que j'exécutais la phase finale.
Les déménageurs sont arrivés à 9 heures pile. 4 gars du chantier contents de gagner un extra. J'avais déjà déménagé la plupart de mes affaires, boîte par boîte, dans ma camionnette pendant mes pauses déjeuner. Prenez tout ce qui a un ruban bleu, laissez le reste. J'ai été méthodique, meubles à moi d'avant le mariage ou hérité mon fauteuil en cuir, mon établi, mes haltères, mon vélo. La grosse télé et le canapé d'angle qu'elle voulait, ils restent. J'avais déjà trouvé un nouvel appart près du chantier payé 3 mois d'avance avec mes économies. Pas luxueux, mais à moi, et elle n'en savait rien. Pendant que les gars travaillaient, j'ai vérifié chaque pièce. Dans la chambre, j'ai laissé tous les vêtements coûteux et chaussures inconfortables qu'elle m'avait fait acheter. À midi, tout était chargé. Dernier tour de l'appart, 7 ans de vie, pas que de mauvais souvenirs, mais il fallait tourner la page. Dans la cuisine, j'ai laissé 3 choses sur le plan de travail. Les papiers de divorce déjà signés, une clé USB avec toutes mes preuves et une lettre expliquant pourquoi notre mariage avait échoué. Pas de colère, juste les faits. J'ai fini en lui souhaitant bonne chance. Avant de partir, un dernier regard à la photo de mariage sur l'étagère. On avait l'air heureux, plein d'espoir. Que sont devenus ces gens? J'ai posé ma clé et mon alliance à côté des papiers, j'ai fermé la porte. Téléphone éteint, j'ai pris ma camionnette et roulé direct jusqu'au chalet de Bastien, 3 heures hors de Lyon. Bastien m'avait proposé refuge. Tu auras besoin de souffler mec d'un endroit où elle ne te trouvera pas direct. Il avait raison. J'ai passé le week-end à pêcher, boire des bières autour du feu, dormir mieux que depuis des années. Pas de réseau, pas de texto, juste la paix, la sensation d'avoir repris ma vie en main. Quand j'ai rallumé mon téléphone dimanche soir 87, appels en absence, 134 textos, 23 messages vocaux, tous de Pauline et ses amis. J'en ai écouté un. Lucas, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça. J'ai rien. Le proprio dit que j'ai 30 jours pour partir parce que le bail est à ton nom et tu l'as annulé. Je peux pas payer. Rappelle-moi. Et oui, l'appart où on vivait, je ne l'avais jamais acheté comme elle le disait à ses copines. Je le louais, j'économisais pour un vrai achat. Un achat que j'ai compris que je ne partagerais jamais avec elle. Monsieur Bernard, le proprio, était cool, il a accepté de rompre le bail, mais de laisser 30 jours à Pauline pour trouver un autre logement. J'ai parcouru les textos tous plus désespérés. Lucas, réponds-moi, tu m'abandonnes pas comme ça. Dis-moi au moins où sont mes affaires. Tu croyais vraiment que je textais avec Pierre? C'est pas ce que tu crois. J'appelle la police si tu réponds pas. Le proprio est passé, on est expulsé. Qu'as-tu fait? Mon avocat dit que c'est illégal. Les messages de ses amis étaient pire, c'est plein de menaces et d'injures. Pauvre type, on va te dénoncer pour violence conjugale, tu vas le regretter. Un vrai homme n'abandonne pas sa femme. On a toujours su que t'étais pas assez bien pour elle. Je les ai tous bloqués, puis j'ai écrit à Maître Girard. C'est fait. Elle a trouvé les papiers. Prépare-toi à être contacté demain. La semaine suivante, Pauline utilisait les téléphones de ses amis pour m'écrire. Ça passait du désespoir à la menace, puis à la supplication. Ses copines féministes ont arrêté après que Maître Girard leur ait envoyé des lettres d'intimidation. On fait moins les malines face à la vraie justice. Le dernier message est arrivé 2 semaines après mon départ. Différent des autres, Lucas, je comprends maintenant. J'ai tout gâché. Tu avais raison sur tout. J'ai postulé à 3 jobs cette semaine. Je dors chez Amandine, mais elle me fait comprendre qu'il faut que je paye une part du loyer. J'avais jamais réalisé tout ce que tu faisais pour moi. Je t'ai pris pour acquis et je suis désolé. Si tu pouvais juste m'aider jusqu'à ce que je me relève, m'avancer une caution, pour un petit appart, je te rembourserai. J'ai compris la leçon. J'ai juste répondu. On dirait que tu découvres enfin la vraie vie d'adulte indépendante. Félicitations pour cette évolution. Le divorce sera finalisé dans 60 jours. Ne me contacte plus. Et j'ai bloqué son numéro pour de bon. La suite s'est déroulée comme prévu. Maître Girard a été brillante, exploitant la montagne de preuves pour contrer chaque accusation de l'avocat de Pauline. Ils ont essayé d'argumenter qu'elle méritait la moitié parce qu'elle avait soutenu ma carrière et géré la maison. Le juge a carrément ri en voyant les photos de l'appart et les preuves qu'elle avait dépensées, plus en coiffeur en 1 an qu'en contribution au foyer pendant tout le mariage.
Au final, on a trouvé un accord. J'ai repris la dette qu'elle avait accumulée environ 25 000 € après avoir remboursé une partie. En échange, elle renonçait à toute réclamation sur mes retraites et mes futurs revenus. Elle gardait sa voiture que j'avais payée à son nom, ses affaires, quelques meubles. Moi, j'ai retrouvé ma liberté. Ça fait 6 mois maintenant. Le divorce a été finalisé plus vite que prévu. Quand on a la preuve d'une tentative de vol d'identité, les juges sont moins sensibles aux plaintes sur le partage. J'ai acheté une petite maison près du chantier, rien de luxueux, juste un pavillon 2 chambres sur un petit terrain, mais c'est à moi. Payé avec la prime, enfin touché, et l'apport que je cachais depuis des années. C'est toujours propre, toujours calme. Pas de coussin design, pas de carpe diem en déco, juste des meubles confortables et la liberté de laisser mes bottes où je veux. Je recommence à sortir, rien de sérieux. J'ai rencontré une infirmière Sarah au barbecue de Bastien. Elle fait des gardes de 12 heures à l'hôpital, sait changer son huile elle-même, et elle a même proposé de partager l'addition au premier rendez-vous.